Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter dans les grandes lignes le contenu du cours de compression numérique. Alors ce cours fait partie d'un groupe de cours sur la théorie de l'image et le terme compression il faut le prendre dans un sens relativement large. On ne parle pas uniquement ici de compression de flux de données type MP3, MP4 mais quand vous modélisez un objet par exemple, un objet 3D, le fait même d'utiliser le terme modèle de modélisation, eh bien créer un modèle, c'est créer une simplification de l'objet que l'on étudie, de l'objet réel, et qui dit simplification, dit réduction d'informations et donc compression. Donc la modélisation 3D, c'est aussi une forme de compression. Et on verra en détail comment est structurée la modélisation d'un objet 3D de type surfacique, puisqu'on ne va pas modéliser l'intérieur de l'objet par exemple. En soi, ça constitue déjà une forme de compression très intéressante de ne modéliser que ce que l'on voit. Ça, ce sera pour la deuxième partie du cours. Je vais y revenir un petit peu après. La première partie, on va déjà décrire ce que l'on entend par temps réel, quand on fait du temps réel pour le jeu vidéo. C'est quoi le temps réel dans le cadre du jeu vidéo, puisque ce terme existe dans d'autres types d'industries et a un sens différent. On va voir la boucle d'interaction. Alors c'est quoi? En gros, quand vous prenez un contrôleur ou un clavier souris, vous faites une interaction. En fait, vous donnez une intention, vous avez une intention, vous l'effectuez à travers le device d'entrée pour entrer cette interaction. Ça part dans la machine, et la machine va vous donner un feedback de cette intention en donnant le résultat que la machine a calculé. Et puis en fonction de ce résultat, vous pouvez réagir à nouveau et réentrer une nouvelle intention. Donc il y a cette boucle-là qui se fait en temps réel. Mais ça implique quoi ça? Ça implique un dialogue entre la machine et l'humain. Et l'humain vit dans un monde dit analogique. C'est un monde où l'information est continue. Si je prends bêtement une information physique, je prends une balle, je la fais rouler, elle va se déplacer de façon tout à fait continue, du moins à l'échelle où nous on l'observe, c'est-à-dire à l'échelle physique. Un ordinateur ne fonctionne pas du tout comme ça. Un ordinateur fonctionne uniquement avec de l'information discrète, c'est-à-dire une information qui est représentée par une série de valeurs numériques, puisqu'il doit stocker ces valeurs numériques dans sa mémoire. Et ces valeurs représentent des grandeurs. Alors ça peut être, par exemple, la position d'un objet, son orientation, mais ça peut être aussi sa couleur, enfin tout type d'informations que nous on connaît dans le monde physique de façon analogique, de façon continue, lui il va la stocker de façon discrète avec des valeurs. Et ces valeurs vont être quantifiées, c'est-à-dire qu'elles vont être stockées dans des grandeurs numériques finies. Puisque nous dialoguons, nous humains, nous créons de l'information et nous recevons de l'information analogique, et que la machine, elle, crée et reçoit de l'information et traite de l'information numérique, il faut faire des conversions pour pouvoir dialoguer avec la machine. Et si on veut que cette boucle d'interaction fonctionne, il faut donc apprendre à convertir l'information analogique en numérique pour que la machine puisse le traiter, et inversement pour que nous on puisse voir, entendre cette information, la convertir du domaine numérique vers le domaine analogique. Donc ça va faire l'objet d'un chapitre pour comprendre ces conversions analogiques digitales et digitales analogiques. Alors en français on dit numérique, mais en anglais on dit digital, donc on va souvent utiliser le terme digital puisque nos sources, nos références sont souvent en anglais. On va voir aussi comment l'architecture de la machine elle-même est formée. On va voir les trois éléments principaux d'une architecture et qui sont communs à toutes les plateformes, que ce soit un smartphone, une console, un PC. C'est que ces machines ont une capacité de stockage, une capacité de traitement et une capacité de transfert d'informations, et une ou plusieurs, parce qu'il y a des machines qui peuvent faire plusieurs choses en parallèle, et chacun de ces éléments
est aussi finie, c'est-à-dire la capacité de stockage, de traitement et de transfert, elle est limitée. Elle est limitée tout simplement parce qu'il y a une question de coût et que typiquement un jeu vidéo est distribué chez des personnes pour que ça fonctionne sur une machine locale, et donc le coût est dans la machine propre à chaque utilisateur. Contrairement au cinéma par exemple, où le coût de production de l'image va être divisé par le nombre d'utilisateurs. On peut donc effectuer des calculs très coûteux pour une seule image, alors que dans le cas du temps réel, on va être limité à la machine finale, puisque chaque utilisateur crée et exécute sa propre instance de l'univers qu'il est en train de rendre ou de simuler. C'est d'ailleurs une des choses qui différencie très très fort le domaine du jeu vidéo ou du temps réel de l'image de synthèse précalculée. Une fois qu'on aura vu toutes ces façons de stocker, de traiter le signal, donc l'information, le transfert du domaine de l'analogique vers le domaine digital et inversement. Donc on le fera d'abord sur des signaux à une dimension parce que c'est plus simple, puis on le verra, on portera ça à la deuxième dimension à l'image. Une fois qu'on aura vu ces bases-là, ces fondamentaux, on entrera dans le deuxième chapitre qui est consacré au rendu polygonal. Alors le paradigme qui est utilisé pour l'instant, c'est la rasterisation de triangles, c'est-à-dire d'une part, on modélise en surfacique, donc tout objet, comme je le disais tout à l'heure pour l'exemple du disque dur ici, il est modélisé en surface, on ne se préoccupe pas de l'épaisseur ou de l'intérieur du volume. Quand vous modélisez un personnage, vous n'allez pas modéliser les intestins, le cœur, le foie, etc. Sauf peut-être en partie si à un moment donné il faut couper le corps, ça n'arrive heureusement pas très souvent, donc il n'y a pas besoin de modéliser ce qui n'est pas visible. Ça c'est une première chose. Donc on va voir comment est structurée cette information de surface, ce qui la caractérise. Donc il y a l'information géométrique, il y a aussi les textures. On va voir comment on stocke ça dans la machine et comment on utilise des techniques justement de réduction de quantité d'informations pour que ce soit traitable rapidement par les machines en temps réel. Et puis on va voir la partie rendue proprement dite, toutes les étapes, la transformation dans l'espace, la rasterisation, le shading, et également les mélanges, les opérateurs de mélange à l'écran. Ça c'est le paradigme qui est le plus utilisé pour l'instant, c'est la rasterisation de triangles. On parlera aussi un peu d'un nouveau paradigme qui est en train d'arriver en temps réel, qui est le ray tracing, qui se base aussi sur une information de surface, du moins pour l'instant, mais qui utilise un autre mécanisme de rendu à l'écran. On terminera par voir un petit peu au niveau de l'écran logique comment l'image apparaît sur l'écran. Par exemple sur votre moniteur LCD ou sur votre télévision, et les implications que cela peut avoir en termes de performance et de perception aussi, de fluidité de mouvement et ce genre de choses. Voilà, donc c'est un cours assez dense. Alors c'est pas un cours d'ingénierie, donc faut pas avoir peur non plus, on ne descend pas très en profondeur dans les explications scientifiques ou techniques. Donc c'est un cours qui brosse vraiment, qui passe sur l'ensemble des techniques pour que vous ayez une vision suffisante, une compréhension suffisante de comment fonctionnent les systèmes de rendu 3D temps réel, de façon par exemple à pouvoir régler les problèmes que vous pouvez rencontrer dans un moteur. Il arrive effectivement très souvent quand on assemble une scène dans un moteur que des problèmes visuels apparaissent, des tâches qui apparaissent, des objets qui se mettent à clignoter ou qui n'apparaissent pas dans le bon ordre, l'un devant l'autre, incorrectement ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il faut savoir quelles sont les raisons de ces problèmes pour pouvoir les régler, et ce cours, je l'espère, vous aidera à y arriver. Voilà, merci, à bientôt.